nous allons maintenant accueillir Lorana Glodex. Lorana est étudiante à l'UTC en cursus Humanité et Technologie. Depuis quelques mois, elle est coprésidente de l'association étudiante Compiègne en transition, une association qui parle d'écologie et rassemble des personnes très diverses et des moyens variés aussi pour que chacun vive au mieux son engagement écologique sur son territoire. Alors Lorana, vous nous avez confié que vous vous questionnez beaucoup sur les relations entre humains, sur le vivre ensemble, sur les moyens de communiquer entre nous en nous affranchissant d'acquis sociaux que vous trouvez parfois un petit peu limitants. Voilà, et ce sont entre autres toutes ces problématiques qui vous poussent à vous engager dans de nombreuses associations aujourd'hui. Et donc, vous allez nous parler de cette fameuse communication non violente dont parlait Gilles, donc de CNV, toutes les bonnes pratiques que vous avez pu observer dans ces associations sur le territoire compiègnois. Je vais donc vous présenter quelques gestes que j'ai pu observer à la fois dans l'association Compiègne en transition et dans d'autres groupes peut-être militants ou engagés qui permettent de débattre un peu plus sereinement. Déjà, c'est des réflexes très concrets. Par exemple, là, on n'est pas du tout dans une configuration qui permet de débattre, vous le voyez bien, mais il y a d'autres choses peut-être un peu plus subtiles par rapport à la configuration dans l'espace où on va essayer de rassembler des gens autour d'une table très en longueur et attendre d'eux qu'ils débattent, ce qui n'est pas du tout optimisé. Il y a un centre géométrique qui se place là où le centre de la conversation a lieu. Et si des personnes en sont très éloignées, ces personnes ne peuvent pas débattre efficacement. C'est ce genre de choses auxquelles il faut penser pour créer des conditions qui permettent de débattre sereinement. Un autre bon réflexe à prendre pour pouvoir bien débattre et que j'ai beaucoup observé à peu près dans tous les groupes militants où j'ai pu intervenir, c'était la météo des émotions, l'importance d'exprimer des émotions, des ressentis, donc d'arriver en demandant un tour de table par exemple, de qu'est-ce que vous ressentez en arrivant aujourd'hui pour ce débat, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous espérez résoudre, qu'est-ce que vous espérez éclairer ou non, que chacun puisse avoir la liberté de s'exprimer sur l'état d'esprit dans lequel il arrive, sur ses attentes, sur ce avec quoi il espère repartir, pour éviter des incompréhensions, beaucoup de frustration. Parfois on a l'impression que les gens ne font pas d'efforts pour aller dans la bonne direction parce qu'on n'a pas explicité dans quelle direction on devait aller. Beaucoup d'incompréhension également. Ça permet de poser un cadre, que tout le monde soit au courant des attentes d'autrui et donc de mieux comprendre à la fois les réflexes et les propos des autres et à la fois mieux comprendre dans quelle direction on souhaite collectivement aller, ce qui n'est pas toujours explicité. Donc cette météo des émotions, c'est intéressant de la faire au départ, mais aussi après, à la suite d'un débat. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu ressors de ce débat ? Moi, j'avais pour attendre de résoudre telle question et ça n'a pas été fait, donc je suis un peu frustrée, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Ou au contraire, de façon très positive, je suis ravie, je me sens galvanisée, on a bien avancé, ça me donne espoir par rapport à telle question pour des questions écologiques, pour identifier plus facilement des problèmes qu'il peut y avoir dans des débats, des dysfonctionnements dans des collectifs, et pour mieux s'améliorer à la suite. On dit aussi que c'est très important d'écouter pour débattre, et c'est absolument vrai, mais dans les faits, on a souvent des réflexes de couper la parole, on n'y pense pas forcément. Et c'est souvent des choses qui arrivent, qu'on a du mal à identifier seul, mais qui posent beaucoup de problèmes dans une dynamique collective. Et donc, des moyens très concrets de le mettre en application, c'est par exemple le bâton de parole, qui n'a pas besoin d'être un bâton. Vous ne pouvez pas interrompre la parole de quelqu'un si ça implique d'aller lui arracher des mains un bâton. Tout de suite, ça passe moins bien. Donc le bâton de parole, c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on dit par exemple que ce stylo est le bâton de parole, et donc seule la personne qui tient le stylo a la possibilité de parler, et donc personne d'autre ne peut l'interrompre. Et quand on souhaite prendre la parole, eh bien, on prend le bâton de parole. Et pour lever le problème que pose qui prend le bâton de parole, une autre solution que j'ai pu observer et que je trouve absolument merveilleuse est de lever le doigt, tout simplement. On le connaît tous, on l'a tous fait à l'école. Et là où ça devient génial, c'est que dès que vous avez une idée, vous levez le doigt pour signifier que vous prenez ensuite le bâton de parole ou la parole. Et si quelqu'un d'autre lève le doigt, vous pouvez faire un 2, un 3, un 4 pour l'ordre de passage dans lequel vous êtes. Ça permet en fait de beaucoup mieux organiser le débat parce qu'on est légitimé, on n'a pas besoin de lutter, de parler plus vite que la personne qui viendrait ensuite, d'adapter son temps de parole. On peut aussi prendre un peu plus de temps de réflexion pour formuler ce qu'on veut dire parce qu'on a la certitude que ce qu'on a à dire sera entendu, et donc on peut aussi être plus serein dans l'écoute d'autrui et passer plus de temps à écouter et moins de temps
à s'assurer qu'on aura la possibilité de s'exprimer parce que cette possibilité est assurée. On peut compléter cette approche donc, de lever le doigt et de compter par la gestuelle de réunion qui a été développée par le mouvement Occupal, qui est donc un ensemble de gestes qui permet de, pendant que quelqu'un parle, sans lui couper la parole, de signifier soit des ressentis, soit des demandes pour mieux interagir. Par exemple, si quelqu'un est en train de dire quelque chose qui vous paraît très obscur, que vous n'y comprenez pas grand-chose, que vous avez besoin de clarification, vous pouvez faire un C avec la main, tout simplement. Si quelqu'un parle trop et trop long, que vous attendez qu'il conclue, qu'il fasse les choses plus vite, ben, vous lui signifiez avec un mouvement comme ça. N'hésitez pas, hein, je vous en prie, je le prendrai pas mal. Il y en a beaucoup d'autres des gestes comme ça n'aurait pas beaucoup de pertinence de tous vous les lister à la suite, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et ça n'a pas non plus beaucoup de sens de rester sur un code applicable dans toutes les circonstances. Selon les collectifs, selon le débat, selon les besoins, on peut avoir besoin de s'adapter. Donc ça peut être aussi un moyen de poser un cadre, de définir des gestes et des codes au début d'un débat, au début d'une réunion, pour, selon nos besoins, pouvoir justement communiquer plus efficacement, toujours sans interrompre les gens. Il y a aussi un travail très sérieux à faire sur la légitimité de la prise de parole de chacun, selon notre socialisation, nos origines sociales, selon notre genre et selon tout un tas d'acquis sociaux. On peut avoir ressentir plus ou moins de légitimité à prendre la parole, à avoir beaucoup de facilité à prendre de la place, à s'exprimer, à parler fort, à parler vite, ou au contraire être un peu plus réservé, avoir du mal à s'exprimer. Et c'est un travail qui est très sérieux à faire au sein d'un collectif qui peut être aidé par tout ce que je viens de vous dire, mais ça peut aussi parfois être compliqué à gérer dans des très grands collectifs ou dans des assemblées très grandes. Donc ça peut aussi avoir du sens de désigner un médiateur ou une médiatrice qui va être une personne qui justement porte toute son attention sur le fait d'inclure des gens dans le débat. Si certaines personnes ne s'expriment pas, s'assurer que c'est parce qu'elles ne le souhaitent pas et non pas parce qu'elles ne peuvent pas prendre cette place, qu'elles ne se sentent pas légitimes, qu'elles doivent lutter et qu'elles ne se sentent pas légitimes à lutter. Donc aussi à désigner des gens pour faire ce travail et pour veiller à inclure tout le monde, parce que toutes les opinions peuvent toujours servir et être constructives dans un débat, et c'est important de prendre en compte même les gens qui ont un peu plus de mal spontanément à le faire. Donc voilà, c'est une petite liste de quelques gestes que je vous invite à adopter dans vos débats, si vous souhaitez écouter plus sereinement les gens et être aussi plus sereinement écouté. C'est des choses qui, de mon expérience, m'ont beaucoup aidé à sentir ma voix légitime et à tout simplement prendre la parole plus facilement. Je vous remercie.